Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter un extrait de L'innocence assassinée de David Diez chez Évasion Éditions. Prologue. Berck-sur-Mer, 1991. Sa proie était là, fraîche, belle, blonde comme les blés et pleine de vie, pour le moment. La gamine, d'à peine 7 ans, boudait sur le terrain de jeu. Visiblement, elle ne désirait pas retourner à la caravane et se trouvait peu encline à suivre sa grande sœur s'éloignant au bout de l'allée. Cindy! Elle criait à en réveiller tout le camping. Une voix lui répondit au loin. Maman nous a donné 1 heure pour rentrer. Si tu veux te faire engueuler, c'est ton problème. La petite se leva, prête à obéir, mais la lune lui fit un clin d'œil sur le siège brillant de la balançoire. Elle n'était plus qu'à 10 minutes. Elle savait que sa mère gronderait son aînée de l'avoir laissée et qu'elle-même ne serait pas punie. Elle rigola à cette idée, s'élança et prit de la vitesse avec l'oscillation de ses jambes. Au bout de sa ligne de vision, sa frangine avait disparu. Elle se mit à chantonner au rythme de ses va-et-vient. Pourquoi les grands ne lui faisaient-ils pas confiance? Il ne pouvait rien lui arriver ici. Le camping était sécurisé, non? Finalement, elle se décida à jouer jusqu'au retour de sa sœur. Bien fait pour elle. Elle n'entendit pas les bruits de pas, ne réagit pas lorsqu'une main gantée se plaqua sur son visage, l'empêchant de crier. Elle ne se débattit même pas lorsqu'une seringue lui injecta une dose de curare, permettant un relâchement complet et un transport plus facile pour son agresseur. Elle eut conscience d'un baiser sur la joue, une image floue de sourire, puis se réveilla pour vivre l'enfer. Sarah! Où est-elle passée encore? Depuis sa naissance, sa frangine ne lui causait que des soucis. Elle était si bien avant, en fille unique, personne pour lui prendre l'attention de ses parents. Et va chercher ta petite sœur, et fais gaffe à ta petite sœur, et montre-toi gentille avec ta petite sœur, marmonnait l'adolescente. Il n'y en a que pour cette casse-pied. Elle avait parcouru le terrain de jeu dans tous les sens sans la trouver. Où avait-elle bien pu se cacher? Décidément, elle n'existait que pour lui foutre ses journées en l'air. Sarah, je te préviens que si tu ne te montres pas, tu vas dormir à la belle étoile, et demain, c'est papa qui viendra te récupérer ici. Seul le vent lui répondit, dans son langage inconnu. L'ado frissonna, commençant à perdre patience. Tu fais chier, Sarah! J'aurais préféré que tu ne viennes jamais au monde, tiens. Son regard se posa sur le sol, un bout de tissu ridicule, ne ressemblant à rien, juste bon à finir à la poubelle, mais si important pour sa petite sœur, lui sauta au visage. Elle le ramassa. Jamais elle n'aurait abandonné son doudou, songea-t-elle. Elle ne le quittait jamais des yeux. Elle prit peur. Ses larmes coulèrent sans qu'elle ne s'en rende compte, et elle repensa à sa dernière phrase, sachant déjà qu'elle s'en voudrait de celle-ci pour le restant de ses jours. Elle hurla à s'en briser la voix. Sarah! Elle ne répondit pas. Elle ne le ferait plus jamais. Quelques minutes plus tard, les policiers fouillaient le camping et rassuraient les parents. Ils la retrouveraient vite, et ils n'avaient pas tort. Le sang coulait sur son épaule, faisant la course avec l'eau salée de la baie de Somme. La silhouette nue s'enfonçait dans l'onde, portant son fardeau comme on berce un bébé. De loin, quiconque l'apercevrait ne décrirait qu'une forme humaine, et, oui, maintenant que vous me le dites, peut-être un enfant. La proximité de la plage, naturiste, proposait le meilleur des déguisements, et cette nuit sans lune finissait de l'habiller. L'enfant dans ses bras gémit. Elle aurait dû obéir à sa grande sœur. La scène restait gravée dans sa mémoire. La décision avait été prise il y a bien longtemps. La pression et l'envie étaient trop importantes pour ne pas y céder. Le moment passé avec elle avait été magique, mais rapide et maladroit. La seconde proie viendrait bientôt, chassée de la même manière. L'ombre se faufila parmi les bouchots. La marée descendante et l'obscurité étaient ses amis. Elle attrapa la fillette, lui dit au revoir, et ne lui laissant pas la possibilité d'ouvrir les yeux, la frappa de toutes ses forces contre un des piliers de bois recouverts de moules. Le coup craqua aussi facilement que le ferait une allumette entre deux doigts.
La fillette rendit l'âme, et heureusement. La tête de la petite, maintenue sous l'eau, afin de vérifier sa mort, fut écrasée contre les crustacés, au bord coupant, puis frottée de haut en bas et de plus en plus vite. Le visage, naguère magnifiquement beau et juvénile de l'enfant, disparut. Le cadavre fut abandonné là, une main coincée dans l'un des filets pour éviter que la marée ne l'embarque. La silhouette repartit à la nage, sans plus s'inquiéter de montrer son anatomie en ces lieux où les vêtements sont à proscrire. Elle ne croisa personne et n'entendit pas les premiers mytiliculteurs hurler d'effroi à la découverte de ce pauvre corps, offrant au monde une bouillie sanguinolente pour seul visage. Le policier avait finalement eu raison de le dire. Ils retrouvèrent Sarah rapidement. Chapitre 1. John. 2018. Capitaine Phillips? Oui, entrez, élève brigadier. Le commissaire vous fait appeler. On a retrouvé le corps. Ça avait recommencé. L'année avait mal débuté pour lui. Malgré sa promotion qui aurait dû lui remonter le moral, tout partait de travers. Tout d'abord, il l'avait libérée, elle. Il s'était posé la question du pourquoi. Depuis la mort du docteur Morph, il s'inquiétait de la tournure des soins qu'on lui prodiguait. Puis Dean, Monsieur Arthur devrait-il dire, lui rendit sa liberté pour l'épouser et la prendre avec lui, du moins chez sa mère. Même si elle ne sortait plus de chez elle, il savait qu'elle contrôlait toute la famille. Il commença à rôder autour de leur domicile, curieux au point d'en oublier ses devoirs de brigade. Le retour des crimes l'empêcha de se concentrer sur sa lubie. L'été arriva avec son flot de vacanciers, en tout genre, et le premier appel d'urgence, celui qui l'attendait en son fort intérieur. 23 ans après, une petite fille fut enlevée. 6 ans, blonde, belge, et morte. Il en aurait mis sa main au feu. Le jour de la disparition, et même s'il avait fallu une semaine, le corps était réapparu. Un peu avant, une disparition annoncée s'était soldée par un plus de peur que de mal, l'enfant égaré ayant été ramené au commissariat par Dean en personne. Qui de mieux qu'un psychiatre pour rassurer un gosse en bas âge, loin de sa caravane? John se rendit dans le bureau du commissaire qui l'envoya sur place gérer les équipes. Le scientifique de Montreuil était attendu pour le relevé des empreintes et autres, avait cru bon d'ajouter son supérieur, ce qui n'augurait rien de bon. Il embarqua l'élève brigadier, histoire de le mettre dans le bain du terrain, version noire et boueux, il y verrait là toute la difficulté de leur métier. Il demanda aux jeunes de prendre la localisation du lieu de la macabre trouvaille et monta en voiture banalisée. « Dites-moi tout, jeune homme, où va-t-on » ? Le tueur a déposé... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un homme ? L'élève bredouilla. Il faut dire que John était imposant et plutôt froid depuis il y a longtemps. Pourtant, il n'incendiait que rarement ses collègues et était plutôt sympathique lorsqu'on le connaissait. Il y a une forte probabilité qu'il s'agisse d'un homme, oui, mais n'excluons pas un couple. On ne sait jamais avec ces fous. Allez, continuez. Un promeneur a découvert le corps de la petite Elsie, déposé négligemment dans un bosquet le long de la rivière Flière, à l'est des marais de Verton. Le ou les tueurs n'ont pas pris la peine de camoufler le cadavre. John sourit intérieurement de voir que le jeune homme apprenait vite, mais il s'inquiétait du retour des meurtres d'enfants dans sa petite ville. Beaucoup avaient oublié ceux du début des années 90, mais pas lui. Mais qu'a-t-il bien été foutre là-bas, pensa-t-il tout haut. Puis, continuant ses réflexions, demanda « Est-ce que le visage de la petite a disparu ?» L'élève ne sut répondre à cette question. Il lui faudrait patienter jusqu'à l'arrivée sur place. Il aurait dû prendre le 4x4, se dit-il, en empruntant les chemins cahotants du marais. Ils abandonnèrent la voiture en chemin et continuèrent à pied. Le marais n'étant pas vaste, ils arrivèrent assez vite sur place, guidés par leur GPS. Un lieutenant avait déjà délimité le périmètre. La scientifique arrivait, ainsi qu'une patrouille de renfort. Il les prévint que ce n'était pas beau à voir. À ces mots, il ordonna à son jeune accompagnateur de rester ici pour attendre les patrouilles
et se rendit près du corps. Parvenu à 10 mètres, il comprit le « et autres » du commissaire. Il allait falloir faire des moulages de dentition sur ce qu'il restait du petit corps. En effet, hormis la gorge ouverte d'où pendait la trachée, nombre de morceaux de chair manquaient à l'appel. S'il n'avait eu le cœur bien accroché, il aurait sûrement rendu son café du matin. Il observa, véritablement surpris de voir le visage de l'enfant entier, alors même que le reste du corps était en charpie. Il craignait que cela n'en reste pas là, et l'avenir lui donna raison. À la station balnéaire, autour d'une piscine, une autre enfant jouait pour la dernière fois avec ses parents. Depuis ce jour de 2018, plus aucun corps ne fut retrouvé, alors même que les disparitions, elles, continuèrent, ce qui différencia cette affaire de sa toute première, 27 ans plus tôt. Un déca, comme d'hab, mon capitaine? M'appelle pas comme ça, ou je te coffre pour alcool indigeste. Il serra la main du barman et posa ses coudes sur le zinc. Bientôt 30 ans qu'il était agent de police à Berck, et il venait toujours boire son café ici, quel que soit le patron. Sa routine était son rail d'existence depuis son entrée dans la vie active. Prise de service, discussion avec les collègues, avancée des affaires en cours, puis surveillance et protection de sa ville. Le soir venu, il rentrait chez lui et reprenait sa vie de célibataire sans hobby. Il aurait tant aimé que cela reste ainsi, mais le sort en décida autrement. 2 fois, dans sa courte carrière, sa tranquillité avait été annihilée par le destin, et il se rappelait de tous ces instants, les bons comme les mauvais. Et vos affaires, chef, ça dit quoi? Toujours au point mort. Les grands pontes ont envoyé les spécialistes, et ça ne bouge toujours pas. Moi, je m'en lave les mains maintenant. J'attends la retraite au calme. Comment pouvait-on se mentir ainsi? Cela le travaillait depuis tellement de temps qu'il y pensait chaque seconde de la journée. Il se souviendrait de ses rêves, sûr qu'il parlerait encore de tout ça. La porte s'ouvrit en grand. Il s'attendit à voir débarquer son coéquipier comme il y a longtemps, sauf que c'était lui, à cette époque, qui venait récupérer son ami et confrère brigadier Giorgio, italien pur souche, fraîchement largué et devenu alcoolique notoire en quelques semaines. Il paya sa consommation, salua le patron et descendit la rue, direction l'avenue Saint-Exupéry. Rien ne le détendait plus que cette odeur océanique si puissante à la marée montante. Il adorait sa ville, mais la préférait hors saison, avant que ne pullulent les touristes en tout genre. L'esplanade lui tendait les bras, et il s'y engouffra avec plaisir. Il aurait pu se rendre dans le temps, ici, les yeux braqués vers la mer, mais il avait un rendez-vous important, rendez-vous avec son passé, avec des réponses, pour des retrouvailles. Un coup d'œil sur sa montre, et il accéléra le pas. Non qu'il fût pressé, mais il voulait prendre son temps, dans ce qu'il avait à faire, on ne savait jamais. Il vit au loin approcher le docteur Arthur. « Hello, doc. Vous torturez qui aujourd'hui? Élève ou malade? » Dean rigola d'une tonalité presque féminine qui tranchait avec son allure de sumo et baissa les yeux. Il était la timidité personnifiée. John lui aurait donné le bon Dieu sans confession, s'il n'y avait eu Julia, sa mère, et maintenant... Mais il n'avait pas le temps de tergiverser. Le doc lui répondit une banalité et chacun reprit sa balade, l'un vers son boulot et l'autre. Il verrait bien. Parvenu au bout de la route, là où l'obligation de tourner à droite n'existe que pour les véhicules, il passa en mode sableux et rejoignit la plage. D'un petit signe de la main, il salua l'équipe de personnel soignant, faisant leur pause cigarette derrière l'hôpital, et poursuivit son chemin, longeant la rue du docteur Callot jusqu'à une avancée bitumée, s'enfonçant sous le sable. Là se trouvait une maison idéalement construite, avec pour seul voisin les mouettes et quelques touristes de passage. C'est ici qu'il se rendait aujourd'hui, jour où il avait décidé d'obtenir des réponses à ses questions. En attendant de trouver le courage d'avancer, son esprit retourna dans son bar, mais quelques années avant, quand tout avait commencé. Voilà, je m'arrête là. Le chapitre 1 n'est pas terminé, mais je préfère m'arrêter là et j'ai vraiment envie que vous découvriez la suite. Donc n'hésitez pas à vous procurer L'innocence assassinée de David Diez chez Évasion Édition.
J'espère que cet extrait vous a plu et vous a donné envie de le lire. Je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle lecture. Bonne journée, au revoir.